Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une chercheure qui collabore avec le Centre du sommeil de l'hôpital du Sacré-Cœur. Donc, il s'agit de Michel Carr, puis qui est professeur adjoint à l'Université de Montréal dans le département de psychiatrie et d'addictologie, qui a fait son doctorat avec un des seniors du labo du sommeil, qui est Tori Nielsen, qui a consacré sa vie pratiquement au cauchemar, en quelque sorte. Donc, c'est une sommité au niveau du cauchemar. Puis, Michel a fait 2 années de postdoc, dont un à l'Université de Rochester, à New York, puis une autre au Royaume-Uni avec Swansea University. Donc, son intérêt de recherche, c'est la neurophysiologie du sommeil et des rêves, la science neurocognitive des cauchemars et des traitements des cauchemars et le développement des techniques de technologie en génie du rêve, en ingénierie du rêve. Ça, pour moi, c'est un peu mystérieux, là, mais peut-être qu'elle va pouvoir nous définir en quelque sorte cette avenue de recherche. Donc, bienvenue, Michel, puis on te donne la parole. OK, merci beaucoup pour cette introduction. Oui, je vais expliquer l'ingénierie des rêves à la fin. C'est tout nouveau. OK, bonjour tout le monde. Je m'appelle Michel Carr. Je suis chercheuse au Centre d'études avancées en médecine du sommeil et professeure en psychiatrie à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, je vais donner un aperçu de mes recherches sur les cauchemars, incluant comment les cauchemars sont liés à des expériences d'adversité et de traumatisme, le lien entre les cauchemars et la santé mentale. Et enfin, je vais décrire des traitements pour les cauchemars et des techniques pour améliorer le sommeil et la santé mentale chez les personnes souffrant de cauchemars. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un cauchemar? Par définition, un cauchemar est un rêve intensément négatif qui devient si effrayant qu'il réveille une personne de son sommeil. Et je vais commencer par un exemple d'un cauchemar d'un de mes sujets. Je marchais le long de la plage et il pleuvait légèrement. Le soleil se couchait et j'ai pensé que c'était bizarre car j'avais l'impression que c'était encore le milieu de la journée. J'ai regardé le coucher du soleil jusqu'à ce que le soleil disparaisse complètement. Soudain, il faisait très sombre, il n'y avait pas d'étoiles visibles et je ne pouvais pas voir la lune. Je ne savais pas dans quelle direction marcher pour éviter de finir dans la mer. J'ai commencé à marcher, mais j'ai glissé et je me suis retrouvée dans l'eau. J'ai essayé de nager jusqu'à la surface, mais je n'arrivais pas à savoir dans quelle direction nager. Mes poumons brûlaient et je ne pouvais pas atteindre la surface. Tout était encore sombre et je me sentais étourdie et je sentais mes yeux se fermer. J'étais certaine d'être morte. Alors, dans cet exemple, nous pouvons voir beaucoup de traits caractéristiques des cauchemars. Très souvent, le rêve commence par une scène neutre, mais le rêveur commence à avoir l'impression que quelque chose ne va pas, il se sent nerveux ou que quelque chose de mauvais est sur le point de se produire. Et graduellement, le rêve devient de plus en plus menaçant. Et dans ce cas, le rêveur pense d'abord que la lumière est bizarre, puis soudainement, il fait tout noir. Puis il s'inquiète de l'endroit où se trouve l'eau et il finit par tomber dans la mer. Et il devient de plus en plus anxieux et effrayé au fur et à mesure que ces choses se produisent. Et à la fin, nous voyons une expérience extrêmement viscérale, des étourdissements, des poumons brûlants, de la confusion, la peur, la mort. Et c'est à ce stade, ce pic d'intensité, que le rêveur se réveille. Et en général, on peut voir un cycle qui émerge avec les cauchemars. Donc, tel que défini, un cauchemar est un rêve intensément négatif et généralement très vif, qui devient si excitant qu'il provoque un réveil. Et le corps lui-même est en panique au réveil. Donc, le cœur battant et la respiration accélérée. Il y a donc un véritable élément d'excitation corporelle
qui perturbent le sommeil physiquement. Alors, après le réveil, un cauchemar provoque beaucoup de détresse. Et en raison de cette détresse et de la privation de sommeil, une personne est moins capable à gérer ses émotions et gérer le stress le lendemain. Donc, cela crée un cycle vicieux où les cauchemars causent du stress physique et mental, privent une personne de sommeil et la rendent encore plus vulnérable le lendemain. Alors, je vais parler de chacune de ces étapes pour voir un peu plus en détail ce qui cause les cauchemars en premier lieu, comment les cauchemars affectent la santé du sommeil et quelles sont les conséquences sur la santé mentale, et enfin, comment on peut traiter les cauchemars et inverser ce cycle vicieux. Donc, le premier point que je veux souligner, c'est que les mauvais rêves, en général, sont une réponse tout à fait normale au stress. Donc, presque tout le monde a de mauvais rêves qui sont simplement des rêves négatifs qui sont moins intenses que les cauchemars. Les mauvais rêves ne provoquent pas des réveils, ne causent pas trop de détresse. Mais même les mauvais rêves sont souvent liés à des préoccupations et le stress dans la vie. Puis les cauchemars occasionnels et idiopathiques sont aussi normaux. La grande majorité des adultes font au moins un cauchemar par an. Et encore une fois, un cauchemar, c'est juste un mauvais rêve qui devient tellement intense que ça provoque un réveil. Mais puis le trouble des cauchemars, c'est essentiellement un trouble du sommeil qui survient chez environ 5% de la population. Lorsque une personne font des cauchemars sévères et hebdomadaires qui commencent à vraiment interférer avec le sommeil et la santé mentale. Alors, le trouble des cauchemars semble survenir chez les personnes qui ont des antécédents d'adversité, donc des expériences négatives et potentiellement des traumatismes dans le passé. Et cette graphique démontre quelques résultats simples de notre labo. On voit les sujets cauchemars en rouge et les sujets cauchemars font au moins un cauchemar par semaine. Et les sujets contrôle en bleu qui ont moins d'un cauchemar par mois. Et ces sujets ont répondu à un questionnaire qui mesure toutes sortes d'expériences négatives de l'adversité tout au long de la vie. Et dans l'ensemble, on voit que les personnes souffrant de cauchemars ont des taux particulièrement élevés d'expériences négatives dans leur histoire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette différence émerge dès l'âge de 0 à 6 ans. Donc, on pense maintenant que l'adversité, même dans la petite enfance, est associée à des cauchemars à l'âge adulte. Et ça peut être des choses comme la négligence ou la séparation des parents pendant l'enfance ou la violence émotionnelle et physique. Alors, en plus, on voit souvent que les gens qui ont des cauchemars, ils ont des thématiques récurrentes dans leurs cauchemars qui sont d'une certaine façon liées à des événements traumatisants ou de l'adversité dans leur vie. Par exemple, j'ai donné 2 exemples de mes sujets qui ont rapporté des cauchemars récurrents qui ont commencé après la divorce de leurs parents. Et le premier sujet a développé des cauchemars d'un petit ami qui l'a trompé. Et le deuxième sujet a développé des cauchemars de tomber dans le vide et d'être incapable de créer. Donc, ces 2 sujets ont déclaré que leurs cauchemars récurrents ont commencé après le divorce de leurs parents, mais leurs rêves ils reflètent plus ou moins métaphoriquement l'événement stressant. Par contre, dans les cauchemars post-traumatiques qui surviennent chez les patientes atteintes de TSPT, on peut voir des exemples plus sévères.
les sujets font des rêves qui reproduisent un traumatisme pendant le cauchemar, comme un sujet qui est forcé à revivre la mort de sa mère dans un cauchemar, ou un autre sujet qui revive le traumatisme d'être battu et arrêté par la police. Alors, on pense que les cauchemars post-traumatiques sont le type de cauchemar le plus extrême, et en fait, jusqu'à 90% des patients atteints de TSPT font des cauchemars hebdomadaires ou même plus. Et chez environ la moitié de ces patients, le cauchemar reproduire clairement des éléments d'une expérience traumatique. Donc, les rêveurs revivent leur traumatisme, souvent avec des détails émotionnels et sensoriels très intenses. Et c'est pas seulement une expérience mentale, mais aussi une expérience très physiologique. Donc, le rêveur a vraiment l'impression d'être de retour dans un événement traumatisant. Et cela a amené certaines cliniciennes à décrire ces cauchemars comme étant traumatisants eux-mêmes pour les patients. Alors, pour prévenir ce cycle, je viens de décrire certaines des causes des cauchemars. Alors, il est normal que les gens fassent des cauchemars ou des mauvais rêves occasionnels en réponse au stress de la vie. Mais le trouble des cauchemars est souvent lié à des antécédents d'adversité ou, dans les cas plus graves, à un traumatisme chez les patients atteints de TSPT. OK. Donc, maintenant, on va voir comment les cauchemars interrompent une fonction du sommeil. Et d'abord, je vais expliquer l'une des principales fonctions du sommeil paradoxal, on pense, est dans la régulation des émotions. Et au niveau du cerveau, c'est essentiellement les régions frontales du cerveau qui soutiennent notre capacité à réguler et à contrôler nos réponses émotionnelles qui se produisent dans l'amygdale. Et on pense que chaque nuit, ce circuit neuronal est rafraîchi, de sorte que après la nuit, pendant la journée, nous sommes plus capables à gérer et à réguler nos réponses émotionnelles grâce à cette fonction du sommeil. Et l'une des principales théories des cauchemars, c'est que ce processus nocturne de régulation des émotions, que ça échoue lorsque quelqu'un fait un cauchemar. Et en général, le rêve devient trop intense, trop négatif, et les régions frontales du cerveau ne parviennent pas à réguler cette émotion, ce qui entraîne un état d'hyperexcitation qui perturbe le sommeil et mène à l'éveil. Et puis, le lendemain, le cerveau est moins équipé pour gérer le stress. Alors, nous avons mené des études d'imagerie cérébrale qui démontrent ce déficit dans la régulation des émotions chez les personnes souffrant de cauchemars. Nous avons recueilli des données pendant que les sujets accomplissaient une tâche émotionnelle, juste regardant d'images négatives pendant 10 minutes. Et dans les dernières minutes de cette tâche, au moment où les sujets étaient les plus excités, un radiotraceur a été injecté dans le sang. Et ensuite, les sujets sont allés dans un scanner TEMP pendant 30 minutes qui a mesuré la dispersion du radiotraceur en fonction du flux sanguin dans le cerveau. Et on a trouvé que les sujets cauchemars avaient moins de flux sanguin dans les régions frontales du cerveau, ce qui suggère qu'il y avait moins d'activation dans ces zones, cette région, pendant leur état d'excitation émotionnelle. Et puis, dans mon premier postdoc, en fait, on a trouvé des résultats similaires dans une étude utilisant la spectroscopie infrarouge. C'est une méthode où les changements dans le niveau d'oxygène dans le sang sont détectés par la diffusion de la lumière infrarouge dans le cortex. Et encore une fois, les résultats indiquaient que les personnes souffrant de cauchemars
ils ont moins d'activation frontale lorsqu'une tâche stressante. Et ainsi, on pense que les personnes souffrant de cauchemars sont moins capables de gérer ou de réguler leurs émotions négatives au niveau du cerveau. On a aussi fait des études au niveau cognitif et des études ont montré que les personnes souffrant de cauchemars présentent aussi des performances réduites dans les tâches executive function task. Donc, ils ont moins de contrôle cognitif dans les situations de stress. Par exemple, nous avons utilisé une tâche de fluidité verbale où les sujets tentent de prononcer en 60 secondes autant de mots que possible qui commencent par une certaine lettre ou appartiennent à une certaine catégorie. Et cette tâche induit un léger stress car les sujets doivent répondre devant l'expérimentateur et ils doivent répondre rapidement sans se tromper. Et il est essentiel de ne répéter aucun mot et les répétitions accidentelles indiquent un dysfonctionnement exécutif, donc un faible contrôle cognitif. Et ce qu'on a trouvé, et d'autres chercheurs aussi, c'est que les personnes souffrant de cauchemars obtiennent de moins bons résultats à ce type de tâches, executive function task. Et dans ce cas, elles ont fait 2 fois plus de répétitions. Donc, c'est un manque de contrôle cognitif pendant ces tâches légèrement stressantes. Et enfin, il y a aussi des preuves d'une hyperexcitation physiologique chez les personnes souffrant de cauchemars. C'est le cas pendant le sommeil et pendant les cauchemars, mais aussi pendant l'éveil. Par exemple, il y a une excitation corporelle qui se produit pendant les cauchemars. Ici, on voit une augmentation de la fréquence cardiaque et on voit aussi une augmentation de la fréquence respiratoire dans d'autres études dans les dernières minutes avant le réveil. Dans d'autres études, on voit que les cauchemars ont également des effets sur l'hormone du stress, le cortisol, qui est plus élevé après des nuits de cauchemars. En plus, une étude récente a démontré que les cauchemars fréquents sont associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires auto-rapportées, et ce, indépendamment d'autres facteurs de risque tels que la qualité du sommeil, le tabagisme et la dépression. Donc, il y a une hyperexcitation physiologique qui est associée à une moins bonne santé physique. Alors, pour résumer cette section sur la relation entre les cauchemars et les fonctions du sommeil, on pense que les cauchemars perturbent une fonction du sommeil à maintenir la régulation des émotions dans le cerveau. Puis, on sait que les personnes souffrant de cauchemars ont un faible contrôle cognitif et une réactivité physiologique élevée. Alors, finalement, pour regarder les liens entre les mauvais rêves et la santé mentale. D'abord, on sait que les émotions dans les rêves sont étroitement liées à l'humeur matinale. Ici, c'est une étude où les sujets ont tenu un journal quotidien de leurs rêves et de leur humeur pendant 8 semaines. Et nous avons constaté que les matins suivant un mauvais rêve, les sujets se sentaient de mauvaise humeur. Et après un rêve plus agréable, ils se sentaient mieux. Mais outre les émotions, d'autres caractéristiques du contenu des rêves étaient également pertinentes. Donc, en analysant le texte des récits des rêves, nous avons constaté que les éléments comme les allusions à la mort étaient liés à une humeur plus négative le matin, tandis que les rêves qui ont eu plus de termes sociaux étaient liés à une meilleure humeur matinale. Et je vais parler plus tard de la manière dont ces autres caractéristiques des rêves, ça peut être utile quand on commence à traiter les cauchemars. Donc, on peut utiliser ces autres caractéristiques pour créer des rêves qui sont plus positifs, plus sociaux, et ça va avoir
un impact bénéfique sur les sujets cauchemars. OK. Et nous savons que les cauchemars sont associés à de nombreux troubles psychiatriques. Ils sont très fréquents chez les patients souffrant de troubles borderline, de dépression, addiction, de suicide, de psychose, de TSPT. Et dans tous ces troubles, il a été démontré que les patients qui font des cauchemars présentent des symptômes plus sévères à l'éveil. Et même que la survenue des cauchemars, ça peut réduire une augmentation des symptômes à l'éveil. Et de plus en plus, les chercheurs décrivent la dysrégulation émotionnelle comme un facteur médiateur entre les cauchemars et la psychopathologie. Donc, on pense qu'une faible capacité de réguler des émotions contribue à le cycle vicieux entre les cauchemars et une mauvaise santé mentale. Les patients pressentent souvent, ils sont souvent impuissantes et incapables de gérer leurs émotions négatives, soit dans les cauchemars et aussi en réponse aux cauchemars. Et ça contribue au lien avec la santé mentale. Alors, il y a plusieurs comorbidités avec les cauchemars. Tout d'abord, les cauchemars causent de la détresse immédiatement et provoquent des comportements d'évitement du sommeil. Les cauchemars sont associés à des symptômes affectifs comme l'anxiété et la dépression, ainsi qu'à des troubles du sommeil, en particulier l'insomnie. Les cauchemars sont même un facteur de risque pour développer un stress post-traumatique dans le futur. Bien sûr, ils sont un symptôme du TSPT. Comme j'ai dit, 90% des patients font des cauchemars avec une fréquence allant jusqu'à 6 nuits par semaine. Et à part le TSPT, les cauchemars sont associés à des conséquences négatives sur la santé mentale. Et peut-être le plus important, c'est que les cauchemars sont un facteur de risque de suicide. Les cauchemars augmentent le risque de suicide plus que d'autres troubles comme l'anxiété, la dépression ou l'insomnie. Les cauchemars prédisent 4 fois plus de risques de tentatives de suicide répétées et 2 fois plus de risques de décès par suicide. Donc, par conséquent, plusieurs cliniciens ont dit que le traitement ou au moins le screening pour les cauchemars est absolument essentiel à intégrer dans les programmes de prévention de suicide. Donc, pour résumer, nos études fournissent des preuves que les cauchemars sont causés par le stress et l'adversité. Les cauchemars perturbent le sommeil et nuisent à la régulation des émotions. Et les cauchemars causent de la détresse éveillée et de la psychopathologie. On pense que les personnes souffrant de cauchemars sont moins capables de réguler les émotions négatives avec des preuves à la fois au niveau neuronal et cognitif. Et dans cette voie, on peut considérer les traitements comme conçus pour préparer la régulation des émotions pendant et en réponse au cauchemar. Alors, pour parler maintenant des traitements pour les cauchemars. Ceci, c'est un autre graphique je vais utiliser pour expliquer comment arrêter le cycle vicieux des cauchemars et favoriser un sommeil et des rêves plus sains. Donc, on voit d'abord le cycle négatif en rouge, où le stress éveillé provoque des cauchemars qui perturbent le sommeil, cause de la détresse et des troubles psychopathologiques. Et l'objectif du traitement est donc de réduire d'abord la fréquence et l'intensité des cauchemars, d'empêcher les cauchemars de se produire. Ensuite, d'améliorer plus généralement la qualité des rêves pour créer des rêves plus positifs et plus sains. Et globalement, ces traitements visent à améliorer la qualité du sommeil et améliorer l'humeur matinale et le bien-être en global. Et ça crée ainsi une relation plus
saine entre le sommeil, les rêves et la santé mentale. C'est comme un cycle positif. Et il existe plusieurs traitements recommandés par le American Academy of Sleep Medicine pour les cauchemars. La plus courante, c'est la thérapie par répétition de l'imagerie mentale. C'est une technique cognitivo-comportementale simple qui peut être efficace en 1 à 3 séances et c'est bien toléré par les personnes souffrant de cauchemars. Il recommande également des techniques de relaxation et de désensibilisation. Initialement, ces techniques étaient fournies en tant que traitement autonome, mais maintenant, ils sont souvent combinés avec d'autres thérapies. Et enfin, la thérapie par le rêve lucide est une approche qui gagne également de plus en plus de soutien en tant que traitement. Et je vais expliquer ces deux traitements dans les prochaines diapos. Alors, le traitement le plus courant, c'est la thérapie par répétition d'imagerie mentale. Et cette thérapie commence généralement par un bref exercice où le patient rapporte un cauchemar en détail et identifie les émotions ressenties. Et même cette étape initiale peut avoir un impact bénéfique. Elle permet au patient d'être exposé aux images de cauchemar dans un état de sécurité, ce qui réduit les réactions négatives au contenu du cauchemar. Et en fait, l'une des clés du succès dans le traitement des cauchemars est d'apprendre à tolérer les émotions négatives qui surviennent dans les cauchemars. On demande donc aux patients de prêter attention aux cauchemars et aux émotions qu'ils provoquent au lieu de les éviter. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape consiste à transformer le cauchemar en rêve plus positif, changer certains éléments, changer le cauchemar pour qu'il soit un rêve plus positif. Un premier changement peut être simplement d'imaginer le rêve de loin ou de point de vue de la troisième personne, ou imaginer le rêve en noir et blanc ou au ralenti. Et ces petits changements ça peut atténuer l'émotion négative. Mais après, on demande également aux patients de réfléchir à ce qui rendrait le rêve plus agréable et plus résolu et d'apporter des changements plus personnels. Et puis, l'étape finale est de visualiser cette nouvelle version du rêve dans l'imagination pendant 20 minutes par jour, en particulier juste avant d'endormir. Et puis, cette version modifiée du cauchemar va apparaître bientôt dans le sommeil. Et cette thérapie mène à une diminution de la fréquence des cauchemars et ça améliore les émotions dans les rêves en général. Donc, cette thérapie réduit à la fois la fréquence et la détresse des cauchemars et améliore la qualité des rêves et l'attitude envers les rêves et le sommeil en général. Alors, pour donner un exemple, on a eu un sujet qui souffrait d'un cauchemar récurrent depuis des années, où elle était coincée dans le coin d'une ruelle sombre avec un homme menaçant qui s'approche. Et cette rêve avait commencé dans sa jeunesse et est réapparu pendant différentes périodes de sa vie. Et lors d'une séance de thérapie par énergie mentale, elle a imaginé la scène de la ruelle, mais à la troisième personne. Donc, observant la scène de l'extérieur, au lieu d'être coincée dans le coin. Et elle a soudain remarqué un escalier de secours rouge à côté d'elle qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Et puis, lors d'une séance suivante, elle a décidé de monter les escaliers pour s'enfuir. Mais après avoir monté seulement 2 marches, elle a regardé l'homme et il s'est simplement retourné et s'était éloigné. Donc, en explorant l'image au fil de ces séances, elle a d'abord trouvé une ressource dans le rêve, l'escalier de secours.
Puis, elle a acquis un sentiment de maîtrise en surmontant littéralement la menace. Et même ces petits changements dans le contenu d'un cauchemar, un nouvel élément comme l'escalier du secours, un changement de perspective, ça peut suffire à atténuer les cauchemars et à effacer un thème récurrent. Même si elle a eu cet cauchemar pendant des années, ça peut arrêter le cauchemar complètement. OK, je vais parler de la thérapie par rêve lucide parce que c'est vraiment une continuation de la thérapie par imagerie mentale. Mais d'abord, pour définir les rêves lucides, c'est un rêve où le rêveur devient conscient du fait qu'il est en train de rêver pendant le sommeil. Il est important de noter qu'il existe une gamme de lucidité, de niveau de lucidité dans les rêves. Et ça inclut le niveau de conscience du rêveur et le niveau du contrôle sur le rêve. Et dans les rêves totalement non lucides, on croit que le rêve est la réalité et on n'a aucun doute que ce n'est pas le cas. Mais puis, on peut avoir des rêves qui sont pré-lucides, où on commence à questionner les rêves, mais sans réaliser que c'est un rêve. Donc, on a eu un sujet qui disait que je savais que la situation était étrange, j'ai pu contrôler certaines actions et j'ai reconnu que ce n'était pas typique. Donc, il a commencé à avoir des soupçons, mais il n'a pas réalisé que c'était un rêve. Et puis, à un niveau bas de lucidité, par exemple, à la fin d'un cauchemar, on peut réaliser que c'est un rêve juste avant de se réveiller. Dans d'autres rêves, on peut réaliser à certains moments que c'est un rêve, mais oublier pendant d'autres. Ou peut-être on devient lucide et on est trop excité, donc on se réveille. Mais dans les rêves complètement lucides, on sait pleinement qu'on est en train de rêver et on possède des habiletés mentales similaires à l'éveil. Donc, on peut se rappeler de détails précis de la vie d'été éveillé. On peut effectuer des tâches comme voler. Nous avons eu un sujet qui a décrit son rêve lucide comme j'étais tout à fait conscient que je rêvais et j'ai réussi à changer tout ce qui se passait. Donc, dans la thérapie par les rêves lucides, on cherche à induire des rêves complètement lucides. Alors, comment traiter les cauchemars avec les rêves lucides? En fait, même le moment de devenir lucide peut parfois apporter un soulagement immédiat dans un cauchemar parce que vous réalisez que vous êtes en train de rêver et vous savez qu'il n'y a pas de danger réel. C'est similaire au sentiment de soulagement que vous pouvez ressentir quand vous vous réveillez d'un cauchemar et vous réalisez que c'était juste un rêve. Et dans de nombreux cas, lorsque les gens deviennent lucides pour la première fois dans un cauchemar, la première pensée est simplement de se réveiller car c'est la solution la plus simple et immédiate pour mettre fin à un mauvais rêve. D'un autre côté, si vous restez dans le cauchemar, vous pouvez alors décider comment modifier le rêve, peut-être réagir différemment de ce que vous ferez normalement et changer le rêve selon vos désirs. Et avec la pratique, les rêves lucides sont même capables de faire des choses qui sont physiquement impossibles dans le monde réel, comme traverser les murs pour échapper à une menace. Et en plus, dans la thérapie pour les rêves lucides, par les rêves lucides et aussi la thérapie par imagerie mentale, on apprend au sujet comment faire des exercices de relaxation, en particulier avant d'endormir. Donc, dans tous les cas, ces techniques peuvent amener un sommeil plus calme et des rêves plus agréables. Donc, c'est juste un autre mécanisme possible de la thérapie. OK, je vais décrire quelques techniques pour induire les rêves lucides et c'est les techniques que les thérapeutes apprennent aux patients dans la thérapie. Donc, il y a plusieurs techniques. Le premier, c'est appelé reality checking et le principe de base, c'est de tester votre environnement plusieurs fois dans la journée pour vérifier si vous êtes éveillé ou si vous rêvez.
Donc, vous pouvez essayer de relire un texte ou de sauter en l'air, car si vous faites ces tests dans les rêves, ça va échouer. Par exemple, quand vous sautez en l'air, vous allez légèrement flotter vers le sol. Et effectuer ces tests plusieurs fois au cours de la journée augmente la probabilité que vous faisiez le même test dans vos rêves. Et lorsque le test échoue, vous réalisez que vous rêvez. Une autre approche, c'est de modifier le sommeil. Les rêves lucides se produisent plus pendant les périodes de sommeil paradoxal et plus en matin. Donc, pour cette raison, une technique efficace, c'est le Wake Back to Bed Method, où vous réveillez tôt le matin, environ 2 heures avant votre réveil normal. Vous restez éveillé pendant 10 à 20 minutes avant de rendormir. Et en raison de la structure du sommeil, vous allez rapidement entrer dans un sommeil paradoxal qui augmente vos chances à avoir un rêve lucide. Et pendant cette période de Wake Back to Bed, tu peux faire d'autres techniques comme les deux Mnemonic Induction of Lucid Dreams ou Senses Initiated Lucid Dream. Le premier, c'est une technique où vous répétez une phrase dans votre tête comme la prochaine fois que je rêve, je vais me rappeler que je rêvais. Et c'est en répétant cette phrase plusieurs fois dans la tête avant d'endormir, cette intention continue dans le sommeil et réapparaît dans les rêves. Le senses technique, c'est plus une sorte de méditation où vous prêtez attention à vos expériences sensorielles pendant cette période Wake Back to Bed et ça augmente le niveau de conscience dans vos rêves après. Et parfois, ces techniques amènent à ce qu'on appelle le Wake Induced Lucid Dream et c'est quand vous maintenez votre conscience pendant que vous endormez. Donc, vous entrez immédiatement dans une rêve lucide. Et en général, toutes ces approches peuvent être combinées pour augmenter les chances de succès. Donc, faire les reality checks pendant la journée, faire de courts réveils tôt le matin, et puis faire des techniques cognitives pendant le période d'éveil le matin. Et cette combinaison augmente la fréquence des rêves lucides de 80% dans une semaine. Même avec un réveil de seulement 5 minutes le matin. Donc, ensemble, ils sont assez efficaces. Alors, pour donner un exemple d'une patiente qui a suivi une formation pour avoir des rêves lucides dans le cadre d'une thérapie pour cauchemar. Premièrement, j'ai décrit son cauchemar récurrent où son ex-mari la poursuivre en voiture à travers la ville. Et peu importe où elle courait, il la trouvait partout et affichait un sourire sadique. Et juste avant d'être renversée par la voiture, elle se réveille. Alors, au cours des premières semaines de thérapie, la patiente a de nouveau eu ce cauchemar récurrent, mais elle est devenue lucide. Donc, elle rêvait à nouveau que son ex la poursuivait en taxi, mais elle a réalisé qu'elle pouvait simplement crier stop et elle s'est réveillée. Donc, elle a utilisé sa lucidité pour se réveiller. Mais c'est déjà un résultat plus positif que le cauchemar habituel. Plus tard dans la thérapie, le rêve récurrent revient, mais elle est devenue lucide et elle a décidé de rester dans le rêve et de créer un rêve plus positif à la place. Donc, elle rêvait que son ex l'a poursuivi à nouveau. Elle a appelé de l'aide et plusieurs gens ont sauté de chez eux et ils marchaient ensemble vers son ex et ils disparaissent. Et l'objectif ultime de la thérapie par rêve lucide est de créer des rêves plus positifs pendant le sommeil. Et cela permet aux patients d'acquérir un fort sentiment de contrôle sur leurs rêves et de ne plus se sentir impuissants face au cauchemar. En plus, plusieurs de nos études ont démontré que un certain niveau de lucidité dans les rêves est associé à une humeur plus positive le matin. Et ça, même un niveau bas de lucidité, c'est associé avec une humeur plus positive le matin.
Mais le plus on est lucide, le plus on se sent mieux le matin. Donc, devenir complètement lucide et capable de contrôler son rêve est le plus bénéfique pour l'humeur et le plus efficace pour réduire les cauchemars en général. Et je vais donner un autre exemple d'une étude récente où 50 patientes atteintes de TSPT ont assisté à un atelier en ligne d'une semaine pour apprendre à avoir des rêves lucides. Et plus précisément, on leur a demandé d'essayer d'avoir des rêves lucides de guérison. Donc, on a demandé aux patientes d'inviter des expériences de guérison dans leurs rêves. Et je vais donner quelques exemples. Une personne a crié dans le paysage onirique rêveur guérit mon corps, puis elle a vu son corps vibrer avec une telle force qu'elle pouvait entendre un rugissement dans ses oreilles. Et une autre personne a demandé à rencontrer son anxiété et à se lier d'amitié, ce qui a donné lieu à l'image d'une pastille d'oreille géante qui évoquait un état d'étonnement et de gratitude. Donc, ces rêves lucides étaient très agréables et même mystiques ou transcendants pour les patients. Et ces rêves ont eu un impact très positif, même chez ces patients atteints de TSPT, après seulement une semaine d'entraînement. Et en fait, tous les patients avaient réduit les symptômes du TSPT. Et en fait, ils ont eu des symptômes inférieurs au seuil diagnostique du TSPT après une semaine. Et ce résultat a été maintenu un mois plus tard. Donc, ainsi, le rêve lucide peut être un outil puissant dans le traitement de TSPT. Et juste pour finir, 2 minutes avec quelques études dont on fait dans le labo maintenant. On développe des méthodes pour tenter d'induire des rêves lucides sur demande, on demand, en utilisant la stimulation sensorielle dans le cadre d'un protocole appelé Targeted Lucidity Reactivation, ou réactivation ciblée de la lucidité. Donc, dans ce protocole, pendant 20 minutes avant de dormir, les sujets sont allongés dans le lit avec les yeux fermés et à chaque minute, une lumière clignotant ou un bip sonore est présenté dans la chambre. Et chaque fois qu'un de ces signaux sensoriels est présent, on demande au sujet de devenir lucide, et c'est-à-dire de prêter attention à leurs expériences mentales et de remarquer s'ils sont en train de rêver. Puis, donc les signaux sensoriels sont associés à cet état de lucidité. Puis les sujets s'endorment et on représente ces signaux sensoriels pendant le sommeil paradoxal. Et dans de nombreux cas, les signaux sont intégrés dans le rêve et les sujets les remarquent et se souviennent qu'ils sont en train de rêver. Donc, dans cet exemple, nous avons présenté des signaux auditifs et visuels à ce sujet pendant son sommeil paradoxal et il a rêvé d'être dans sa chambre d'étudiant. Il y avait un ordinateur portable dans un coin qui affichait quelque chose sur l'écran. Et lorsque nous avons allumé les lumières dans la chambre, l'écran de l'ordinateur s'est allumé et éteint. Et il y avait aussi des jouets dans le coin. Et lorsque nous avons présenté le signal sonore, il a pu entendre l'un des jouets émettre le son. Donc, les sensations sont incorporées dans les rêves et provoquent une rêve lucide. Et vu mes intérêts à utiliser cette méthode dans une thérapie pour les cauchemars, on a examiné l'efficacité de cette méthode chez les sujets contrôle et les sujets cauchemars. Et par exemple, un de nos sujets qui souffrait des cauchemars est devenu lucide dans un mauvais rêve et a décidé de changer le rêve pour qu'il soit plus positif. Donc, le sujet rêvait qu'il dînait avec ses parents et discutait du décès récent d'un membre de sa famille. Et en voyant les lumières, il est devenu lucide et a changé la conversation pour quelque chose de plus positif. Et jusqu'à présent, nous avons des preuves préliminaires que ce protocole fonctionne bien chez les sujets qui font des cauchemars et chez les sujets contrôle aussi.
Mais les personnes qui font des cauchemars semblent encore plus sensibles aux stimuli sensoriels et elles ont tendance à faire plus de rêves lucides que les sujets contrôle. Donc, environ 60% des sujets cauchemars sont devenus lucides pendant une seule sieste matinale et 40 sujets contrôle. 40%. Alors, juste pour décrire brièvement, maintenant, on essaie à utiliser cette méthode avec un appareil portable. On a répliqué les effets du protocole où 40% des sujets contrôle, sujets sans cauchemar, sont devenus lucides pendant une sieste matinale en utilisant cet appareil portable qui est capable à détecter le sommeil paradoxal et à délivrer des stimuli sensoriels automatiquement. Donc, on a fait cette étude dans le labo et maintenant, on cherche à faire une étude plus large chez les sujets à domicile pour voir si cette méthode peut être utilisée dans une thérapie pour les sujets cauchemars, mais en dehors du laboratoire. Mais voilà, donc pour résumer, oui, les cauchemars deviennent un trouble car ils perturbent le sommeil et nuisent à la régulation émotionnelle et provoquent la détresse et la psychopathologie. Et les traitements sont conçus pour aider les patientes à maîtriser leurs cauchemars, améliorer la qualité générale de leurs rêves et améliorer leur sommeil et leur santé mentale. Les principaux traitements utilisent l'imagerie mentale, soit à l'état de veille, soit en rêve lucide, pour interrompre les cauchemars et créer des rêves plus positifs et renforcer le contrôle sur les rêves. Et notre labo travaille actuellement sur de nouvelles méthodes pour aider les patients à devenir lucides et des méthodes qui pourraient idéalement être administrées via des appareils portables à domicile. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et je serai contente de répondre à vos questions, soit maintenant ou vous pouvez me contacter par courriel aussi. Et j'aimerais souligner les organisations qui ont soutenu mon travail et les membres de mon labo aussi. Merci pour votre attention et merci pour l'invitation aussi. Merci Michel pour cette excellente présentation, puis surtout de nous éveiller en quelque sorte à toute la physiologie du rêve. Donc, on a déjà des mains curieuses qui sont prêtes à poser leurs questions. Oui, oui, il y a quelques cliniciens qui font cette thérapie à Montréal, mais à mon avis, c'est vraiment une thérapie tellement simple que je crois que les autres gens peuvent intégrer dans le practice. Et il y a un livre très bien, c'est A Clinician's Guide to Dream Therapy. Je vais écrire dans le chat. Et c'est vraiment, c'est pas un clinicien qui, mais tout son travail, c'est dans le TSPT et le traitement des cauchemars post-traumatiques. Mais cet livre, c'est vraiment créé pour aider d'autres cliniciens à commencer à faire la thérapie par imagerie mentale dans d'autres populations. Et elle décrit que je crois que, ou elle croit que des fois les cliniciens on pense que c'est compliqué les rêves. Donc, on ne veut pas les toucher, mais c'est assez simple comme thérapie en fait. Et la plupart des patients, I forget how to say this, they handle the therapy well. C'est pas difficile pour eux. Oui. Les rêves lucides, c'est un peu plus difficile que la thérapie par imagerie mentale, mais je crois qu'on a besoin d'un manuel ou quelque sorte parce que si on a un bon entraînement, c'est facile, mais je crois qu'il n'y a pas un manuel
pour apprendre aux patients comment faire les rêves lucides. Donc, on est presque là, mais... Oui. Mais ça aussi, quand ça sera disponible, là, moi, j'aimerais vraiment ça être au Oui. courant parce que Mhm. c'est vraiment tellement utile dans la vie pour tout le monde, là, tu sais. Oui, Donc, oui. merci Mhm. beaucoup encore une fois Sarah, pour votre travail. Ça marche-tu? Je ne suis pas dans Oui. mon bureau duel. Oui. Merci. Bon, désolée. J'ai compris que les cauchemars et ce que ça entraînait pouvait causer là, des difficultés au niveau cognitif, là, donc exécutif. Est-ce que vous avez fait des études justement si ça se rétablissait au-delà de la qualité de vie puis de la santé mentale des gens, mais avec le traitement des cauchemars? Parce que est-ce qu'on a vraiment prouvé que c'est les cauchemars qui causent ça? Ou ça pourrait pas être aussi un facteur de risque des cauchemars, d'avoir des gens qui, justement, à cause d'atteintes exécutives, ont de la difficulté à trouver des stratégies d'adaptation à des stresseurs, justement, puis de résolution de problèmes, et donc font plus de cauchemars? Oui, non, je crois pas qu'on a des preuves que les cauchemars causent ces problèmes, mais c'est peut-être plus, il y a comme une traite I don't know, une traite où les gens n'ont pas de capacité à réguler leurs émotions mais c'est pas tous les gens qui n'ont pas cette capacité qui font des cauchemars. Donc, il y a quelque chose de spécifique chez les personnes qui sont vulnérables aux cauchemars, qui font plus de cauchemars. Donc, il y a comme une traite de personnalité spécifique chez ces personnes qui font des cauchemars et qui ont des conséquences négatives des cauchemars. Mais je ne crois pas que c'est exactement le cauchemar qui cause les effets. C'est plus complexe, je crois. D'accord. Nathalie? Oui, bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Oui, très bien. Incroyable. J'allais m'acheter un billet de l'auto. J'ai eu des problèmes avec mon Teams. Ben, merci beaucoup. Je trouve ça passionnant. Je trouve que tout ce qui concerne le sommeil est tellement pertinent dans notre domaine en particulier, mais pas que. Je vais un peu dans le même sens que Dr. Fouquet, c'est-à-dire qu'il me semble que ce 8 heures passées à dormir dans nos vies est tellement important peut-être pour faire même de la prévention. Je pense, quand vous parlez d'améliorer la qualité du sommeil et l'impact que ça a sur l'état psychiatrique, l'état psychique, on va dire, mais sur la qualité de vie éveillée, là, on pourrait voir ça aussi, nous, comme psychiatres, là, dans des choses à développer pour permettre un plus grand épanouissement ou peut-être pour éviter, pour augmenter un peu la réserve et dans des moments de vulnérabilité que les gens aient plus de réserve, entre autres au niveau cognitif. Je regarde les dernières études qui sortent pour prévenir tout ce qui est démence d'Alzheimer, la qualité du sommeil profond. Je pense qu'il y a là vraiment des pistes passionnantes. En gérontopsychiatrie, on est constamment confronté à ça. Entre autres, vous parliez, là, mais tout ce qui est la démence à corps de Lewy, les troubles du comportement liés au sommeil REM, on voit là qu'il y a peut-être quelque chose d'une toxicité, d'une pathologie en tout cas qui s'exprime à travers les rêves. Ou est-ce que les rêves, en améliorant ça, on pourrait prévenir une atteinte cognitive et cérébrale? Donc, je pense qu'il y a vraiment une relation, ce n'est pas encore déterminé dans quel sens. C'est peut-être dans les deux sens d'ailleurs. Oui. Mais donc, je trouve qu'on aurait beaucoup intérêt à travailler ça. Puis je me demandais, donc, si une des questions, est-ce que vous travaillez avec des personnes âgées qui ont des troubles du comportement liés au sommeil REM ou des démences à corps de Lewy? Il me semble qu'il y aurait là... Oui, pas encore, mais j'ai un grand intérêt dans cette population. Je crois que, oui, il y a deux niveaux du sommeil. Il y a le niveau biologique, mais il y a aussi le niveau cognitif et émotionnel. Et c'est vraiment, c'est pas étudié beaucoup dans toutes ces populations. Et je crois que
on peut améliorer le sommeil dans plein de populations, les troubles du sommeil, les troubles psychiatriques. On peut améliorer la qualité biologique du sommeil en passant par le niveau cognitif émotionnel. Parce que il y a tellement d'activités cognitives pendant le sommeil. On ne sait pas parce qu'on oublie presque tout, mais on est très actif pendant le sommeil et toute cette activité est en corrélation avec la qualité du sommeil. Donc, pas toute la nuit. Donc, je crois qu'il y a beaucoup à découvrir là. C'est fascinant, hein? C'est le tiers de notre vie. Et souvent, on questionne, puis on demande juste quelques questions. Je retiens l'idée que les cauchemars peuvent être un marqueur de la sévérité, du danger du suicide. Ça, je retiens ça. Alors, je trouve ça très intéressant ce que vous rapportez. Moi, dans les choses que j'ai lues récemment, que je trouve passionnantes, il y a des études qui ont été faites dans les labos du sommeil en Suisse, entre autres, où juste avec des lits qui bercent les patients, ils ont eu des sommeils de meilleure qualité, plus profonds. Et on sait maintenant que dans les phases, dans le sommeil profond, c'est là aussi qu'il y a le système lymphatique qui fait le ménage dans le cerveau, qui se met à fonctionner énormément. Donc, et il y avait des points d'études secondaires qui regardaient le fonctionnement cognitif, puis il y a eu des progrès à ce niveau-là. Il y a une étude récente aussi avec, comment je pourrais appeler ça, de faire respirer des huiles essentielles là, pendant la nuit. Puis c'est tout, en fait, le COVID long et le fait que dans les démences, on perd l'olfaction. Alors, c'est des groupes qui ont fait des projets d'études et il semble y avoir des réponses positives à ça aussi. Et puis finalement, moi qui travaille quand même beaucoup en psychologie positive, il y a des études qui ont montré que juste l'utilisation de faire la liste des gratitudes en soirée, la qualité du sommeil était meilleure et au réveil, les gens étaient dans un meilleur état psychique. Alors, je trouvais que ça revenait beaucoup à ce que vous dites, qu'on peut travailler aussi de d'autres façons et utiliser ces 8 heures-là pour peut-être améliorer l'état des gens au lieu de juste se concentrer sur les périodes où les gens sont réveillés. Oui, exactement. Oui. Je crois qu'il y a plein de petites simples techniques qu'on peut utiliser pour améliorer notre sommeil, même si on n'est pas conscient de ce qui se passe ces 8 heures, mais oui, je crois que... En fait, ça serait drôlement efficient. Si on pourrait faire de la prévention, je pense même au vieillissement normal. On sait que dans le vieillissement normal, la qualité du sommeil profond est moins bonne, le sommeil est plus fragmenté. Mais moi, je dis, quand on va trouver une façon de conserver le sommeil profond, ça va tout changer par rapport au vieillissement normal. Donc, j'aime bien l'idée qu'on puisse intervenir même pendant qu'on dort. Peut-être je peux intervenir à savoir, parler de la résistance ou la prudence des cliniciens à aller aborder les rêves. Moi, j'ai été formé, on disait, le rêve gardien du sommeil. Puis un bon rêve, c'est un rêve oublié. Et là, on va un peu dans le sens inverse, comme quoi, dans le rêve, il pourrait y avoir une cure, en quelque sorte. Et en même temps, il y avait un psychiatre français, je ne sais pas si vous avez eu la chance, il s'appelait le rêve éveillé. Il y avait toute une technique sur le rêve éveillé de De Seuil. Puis, je me demandais s'il y avait un lien entre le rêve lucide et le rêve éveillé, parce que là, on parle des années 30, 40, 50. Là. Donc, c'est bientôt l'heure de terminer. Donc, merci beaucoup, Michel. Oui, merci à vous. Et